Salut, aujourd'hui on parle de AMD avec un brevet qui a été trouvé tout récemment décrivant le design de cartes graphiques à la Ryzen avec un multi-chip module. Et on va aller plutôt en détail là-dedans pour savoir vraiment tout ce que ça implique. Donc si ça vous dit, venez vous asseoir et on part en exploration. Je suis loin de vous apprendre quelque chose ici, mais le MCM est un peu devenu la spécialité d'AMD, surtout avec Ryzen et ses 4 générations sur lesquelles ils ont pu bien expérimenter sur ce procédé. Mais avant toute chose, petit cours de rattrapage en quelques secondes rapide pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le MCM. Cet acronyme définit multi-chip module, qui veut tout simplement dire que notre processeur va être divisé en plusieurs parties qui sont physiquement séparées. Comme on le voit à l'image, il y a 3 différentes parties sur ce CPU. Chacune des parties, on va appeler ça un die. Les die du haut étant des cœurs et le die du bas permettant de gérer tout le reste, par exemple la mémoire, I/O, etc. Et autant dire qu'ils ont parcouru un long chemin. Allier performance single core et performance multicore, c'était tout simplement impossible avant. Il fallait forcément choisir entre l'un ou l'autre. On a aussi l'inverse de cette approche qui s'appelle le monolithe, qui consiste à tout mettre dans un seul et même die. C'est généralement ce qu'on retrouve chez les processeurs Intel que vous pouvez voir juste à l'écran. Ce n'était donc qu'une histoire de temps avant que ce genre de design commence à arriver dans d'autres produits de la Team Rouge. Par contre, cette fois-ci, ils ne seront pas les seuls du marché à implémenter ce design. Et de toute façon, vous verrez que ça commence à devenir nécessaire, mais ça, on en reparle un petit peu plus tard dans la vidéo. Pourquoi partir sur du MCM pour un GPU? On a déjà suffisamment de puissance en monolithe, donc pourquoi s'embêter à changer tout ça? Eh bien, il y a plusieurs raisons à ça. Mais dans un premier temps, on va voir un petit peu ce qui les a empêchés de passer sur ce genre de design, parce que clairement, ils n'ont pas eu l'idée hier. Le multi-chip module est essentiellement complexe parce qu'il ajoute de la latence lorsqu'on commence à parler entre les différentes parties du processeur. Dans un monolithe, tout est relié directement au sein du même die, ce qui fait que la transmission des informations est beaucoup plus rapide de cœur à cœur ou entre différentes parties du processeur. Mais ici, dans le cas d'un MCM, on doit littéralement changer de die pour pouvoir recevoir, envoyer des informations, des données, des calculs, etc. Et malheureusement, la pénalité en latence est encore pire quand on doit passer d'une partie du processeur avec des cœurs à une autre partie du processeur avec des cœurs pour faire la suite du calcul. Mises sur le papier, ces latences peuvent nous paraître infimes, mais lorsqu'elles s'additionnent, elles créent de réelles différences entre un CPU de monolithe et un CPU multi-chip module. Si on passe du côté software, le multi-chip requiert des drivers bien différents de ce qu'on faisait jusqu'à présent sur le monolithe. Il faut tenir compte de contraintes supplémentaires et pour que ça tourne de manière efficiente, il faut bien gérer ces systèmes de cache, faire des optimisations assez malines pour éviter les opérations trop coûteuses et surtout éviter à tout prix de devoir changer de die pour continuer nos calculs. Autant dire que c'est pas une mince affaire et Ryzen a pris quand même 4 générations à en arriver là où il est aujourd'hui. Donc ces parties-là sont essentiellement les freins de pourquoi on n'a pas de GPU MCM pour le moment. Et pourtant, il y a beaucoup d'avantages à passer sur ce genre de choses. Dans un premier temps, les die sont plus petits, ce qui nous permet d'avoir un meilleur rendement et moins de pertes au niveau de chaque plaque de gravure. Ça nous permet aussi d'avoir plus de cœurs et de transistors sans rentrer dans l'infiniment petit et le complexe. Ça diminue les coûts de production parce que les pertes sont moins importantes au niveau des processeurs. On passe aussi moins de temps en design car vu que chaque die a des fonctionnalités bien précises, eh bien on passe moins de temps que dans un complexe monolithique qui lui est beaucoup plus compliqué. Ça permet aussi plus facilement de passer sur un nouveau procédé de gravure, pas besoin de migrer tout le CPU comme on a vu sur les Ryzen, le contrôleur mémoire est en 12 nanomètres et les cœurs sont en 7 nanomètres. Donc du côté industriel et fabricant, c'est totalement avantageux de partir sur ces principes-là. On a pu d'ailleurs voir Intel emboîter le pas à AMD dans le secteur des CPU en produisant leur première puce MCM, les Alder Lake. Donc ce design a plutôt des beaux jours devant lui. Ce qui m'inquiète le plus par contre sur ce genre de carte, ça va être le refroidissement. Même si les puces en multi-chip ont tendance à moins chauffer sur un die, elles n'en restent pas moins difficiles à refroidir. Les sources de chaleur sont plus dispersées et plus on a de die, plus ça va chauffer. On peut prendre pour exemple les Ryzen 9 de dernière génération qui ont tendance à monter assez haut en termes de température avec des refroidissements plutôt adaptés. Et ça ne s'arrange bien sûr pas si jamais vous overclockez le bazar. Et en rapport à ça, est-ce que ce genre de choses ne signerait pas la fin du direct die cooling qu'on peut voir sur les GPU? Pour ceux qui ne le savent pas, on refroidit à même le processeur graphique sur les GPU. De cette manière, on arrive à un refroidissement plus efficace simplement parce qu'on limite les couches de transmission de chaleur. Et surtout, ça veut dire qu'on passerait sur un IHS exactement comme les CPU. L'IHS, c'est la petite capsule en métal soudée ou collée au processeur histoire de le protéger lorsque vous faites des manipulations, que vous installez le ventilateur, etc. Tout simplement parce que l'un die, c'est extrêmement fragile. Et cet IHS, au-delà de protéger les GPU, permettrait d'avoir une base de refroidissement qui serait la même sur différents modèles. Car en cas de direct die, ça voudrait dire adapter la solution de refroidissement pour les différents modèles qui auront du coup différents nombres de die. Et autant dire que pour les marques, si ça leur coûte moins cher, pas sûr qu'elles hésitent très longtemps. Surtout que ça peut représenter de grosses économies d'échelle. Donc c'est pas un avantage pour nous si jamais ça arrive et surtout pour les overclockers. On risque d'avoir des GPU plus chauds et du coup avec des refroidissements qui sont encore plus massifs. Et quand on voit la taille de ceux des 3090, on se dit qu'on est bien mal barré quand même. Après on est clairement dans la spéculation ici et seul le temps nous dira quelle solution a été choisie par les fabricants.
fabricants. Pour l'instant, il est quand même assez difficile de dire ce que ça va changer. Probablement pas grand chose, en tout cas pour nous, les utilisateurs. Mais par contre, du côté développeur, driver, etc., ça va être potentiellement une autre histoire. Visiblement, AMD serait parti sur une architecture qui déclarait plusieurs GPU à Windows. Autant de GPU que de die de processeurs existent sur la carte. Les plus gros changements se situeront au niveau du driver, où va vraiment falloir revoir comment est-ce qu'on gère les instructions et surtout comment est-ce que les jeux vont fonctionner avec. On va très certainement finir sur des techniques assez connues où on divise l'image en plusieurs et chaque die est responsable d'une partie de l'image ou soit répartir une frame par différents die. Donc il y a pas mal de choses qu'on peut faire pour ça, mais je pense pas qu'on aura quelque chose de suffisamment qualitatif avant 3 ou 4 ans minimum pour pouvoir proposer au marché du grand public au niveau gaming. Surtout qu'il faudra certainement une petite optimisation de la part des jeux pour être pleinement compatible avec ce nouveau design. Personnellement, je pense plus que les cartes liées au data center ou au pro profiteront en premier des innovations apportées par le MCM, car dans ce genre d'utilisation, la latence est moins importante. Donc ne vous hypez pas trop ici, ces GPU c'est avant tout à moyen terme et pas forcément à court terme. Ou sinon un grand bravo au premier qui arrive à sortir une carte de gaming avec des drivers et des performances correctes. Ça représente un travail monstrueux. On va donc commencer à avoir de plus en plus de ce genre de design, et même si AMD de l'avance, il n'est pas seul à s'y intéresser. Et pour cause, les derniers GPU de Nvidia sont tout bonnement énormes et posent de gros problèmes de rendement à Samsung. Après je dis ça, mais visiblement AMD ça n'a pas l'air d'être beaucoup mieux, ça fait un petit bout de temps qu'on n'a pas vu le moindre stock. Du coup, Nvidia s'y intéresse fortement, notamment avec son design Hopper, qui était jusqu'à présent la priorité de la roadmap, jusqu'à qu'ils décident de mettre Lovelace en priorité plus récemment. D'ailleurs, si vous voulez plus de détails par rapport à ça et que vous voulez savoir un petit peu ce que sera la prochaine génération de cartes graphiques Nvidia, eh bien on a fait une vidéo à ce sujet-là. Donc comme toujours, plusieurs sont lancés dans la course, dont Intel, où on a pu voir des références auxquelles ils allaient utiliser le MCM pour certains de leurs GPU. Malheureusement, on n'en sait pas pour l'instant bien plus à ce sujet. Et au final, ne vous inquiétez pas, il y aura de la concurrence, et vu le niveau de technicité de ces trois entreprises, ça risque d'être une guerre encore une fois sans merci pour devenir le king de cette technologie. Concurrence qui est bien sûr tout à fait à notre avantage et qui élargira l'éventail de couleurs disponibles pour les GPU. Il manquera plus que du CPU Nvidia pour faire des configurations entièrement vertes, bleues ou encore rouges. Si vous suivez un petit peu les GPU, CPU et leur évolution, vous vous êtes rendu compte qu'on va de plus en plus loin dans les procédés de gravure. Mais on arrive assez rapidement vers des limites assez dur. On en parle d'ailleurs sur la vidéo des futurs des cartes graphiques si jamais ce sujet vous intéresse. Donc implémenter le MCM serait un bon moyen de passer outre les limitations actuelles des GPU. Ça nous permettrait d'atteindre un palier de performance supérieur tout en limitant les coûts liés aux pertes. Même si on sait que ça ne fera pas baisser le prix qu'on paye, mais plutôt augmenter les marges qui se font. En tout cas, ça n'annonce que du bon et ça nous envoie des messages comme quoi l'innovation n'est pas morte dans le hardware GPU. On a encore pas mal d'années de gains de performance et d'efficience devant nous. On peut donc du coup que rêver que le MCM ait la même success story qu'avec Ryzen, ce serait tout simplement dément. Et voilà, vous savez désormais tout ce que je sais et tout ce que je pense sur le design de ces puces qui vont arriver un de ces quatre chez AMD, Nvidia et Intel. On est plus à l'état de concept qu'autre chose pour le moment et on reste à l'affût de comment ça évolue. Enfin ça se trouve ça verra jamais le jour, mais si c'est possible et efficace en CPU, je vois pas pourquoi on pourrait pas l'appliquer en GPU. Dans tous les cas, ça donne un petit vent de nostalgie pour les cartes BGPU, même si celle-ci n'était pas géniale non plus. Ce sera tout pour moi, merci à vous d'avoir visionné la vidéo et on se dit à très bientôt pour une prochaine. Ciao!